L'entretien sur VL. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc assistante de recherche à l'Observatoire européen EU Tax, j'espère que je le prononce bien. Aurélie l'expliquait dans son reportage, les Pandora Papers accusent des chefs d'État et des célébrités de posséder des sociétés offshore non déclarées, abritées dans des paradis fiscaux. Donc j'aimerais revenir sur ces termes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un paradis fiscal et est-ce vraiment illégal ? Alors, un paradis fiscal, il n'y a pas de définition théorique du paradis fiscal. C'est un pays ou un territoire, une juridiction qui décide d'avoir une politique en termes d'imposition qui est une politique extrêmement favorable, qui peut se caractériser soit par des taux extrêmement faibles, par exemple des taux de 0% sur un certain nombre de revenus, soit par un certain nombre de dispositifs comme le secret bancaire qui permet à des individus de placer leur argent dans ces juridictions sans que ça se sache. Voilà ce qu'est un paradis fiscal. Et justement, est-ce que c'est vraiment illégal ? Est-ce qu'on a des paradis fiscaux qui peuvent être plus ou moins légaux, d'autres illégaux ? Alors, un paradis fiscal en soi, c'est ni légal ni illégal. Chaque pays a le droit de mettre en place, dans la limite des conventions internationales qu'il a signées, les taux qu'il souhaite. Ce qui est illégal, c'est ce que vont pouvoir faire certains contribuables d'autres pays quand ils se rendront dans ces paradis fiscaux. Pourquoi on n'en a pas en France, par exemple, de paradis fiscal ? On n'en a pas parce qu'en France, on a une fiscalité qui est considérée comme suffisamment importante et qui n'est donc pas considérée comme particulièrement favorable. La taxation française est parmi l'une des plus importantes du monde et donc elle n'est pas considérée comme un paradis fiscal. Au contraire de certains pays, on en connaît certains de noms, c'est des pays qui peuvent être des Caraïbes ou du Pacifique, vous avez les îles Vierges britanniques, les Palaos, Kiribati, etc. Et même parfois des pays un peu plus proches de nous, Chypre, le Luxembourg, Malte, qui ont des conditions fiscales beaucoup plus avantageuses et qui les mettent dans la catégorie des paradis fiscaux. Est-ce qu'ils sont soumis à des règles de transparence, même dans les pays où ça a lieu ? Oui, alors c'est la grande nouveauté des dernières années, c'est qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait à la fois par les instances internationales, notamment l'Union européenne, mais aussi par l'OCDE, pour promouvoir la coopération en matière fiscale et la lutte contre le blanchiment. Et dans ces grandes réformes, il y a notamment une convention sur l'échange automatique d'informations. Et donc cette convention, elle oblige les pays qui l'ont signée à déclarer aux pays qui ont des résidents dans le paradis fiscal un certain nombre d'informations. Donc si par exemple vous décidez de monter une société dans les îles Vierges britanniques et d'ouvrir un compte là-bas, les îles Vierges britanniques, s'ils sont signataires de la convention, devront donner à l'administration française un certain nombre d'informations sur vous, sur les comptes que vous avez ouverts là-bas. D'accord. Donc, et il y a quand même ensuite, des règles. au sein en France, est-ce qu'on va enquêter sur moi ? Est-ce que c'est contrôlé en France ? Tout dépend si vous êtes en règle vis-à-vis de l'administration fiscale française. Donc soit vous avez déclaré l'ensemble de vos revenus et à ce moment-là, il n'y aura pas d'enquête particulière de la part du fisc. Soit au contraire, on s'aperçoit que vous êtes en train de frauder ou en train de faire un abus de droit fiscal, peut-être une distinction qu'on pourra faire. Et à ce moment-là, il y aura l'ouverture d'une enquête sur votre cas. Mais est-ce qu'il faut attendre de détourner des grosses sommes ou est-ce que une enquête fiscale, ça commence dès les petites sommes ? Alors, a priori, non. Après, généralement, l'administration fiscale, en tout cas française, se concentre sur les dossiers qui peuvent rapporter le plus. Et donc, voilà. Mais a priori, la fraude commence dès le premier euro fraudé. Voilà, a priori, il n'y a pas de règle particulière. Et je voulais revenir aussi sur les sociétés offshore, parce qu'on en entend beaucoup parler, on en a énormément entendu parler avec les Pandora Papers. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous définir une société offshore ? Alors, à mon avis, pour beaucoup de gens, une société offshore, c'est quelque chose de mal. En réalité, une société offshore, la définition, c'est que c'est simplement une société qui est domiciliée dans un pays différent de soit son bénéficiaire, son créateur, ou celui qui en possède la majorité des parts, soit parfois de la majorité de son activité. Donc, offshore, c'est juste en opposition à onshore, donc c'est juste que ça réside dans un autre État. Pourquoi aujourd'hui on a un gros problème avec les sociétés offshore ? C'est que vous avez beaucoup de sociétés offshore qui sont utilisées comme écran par des personnes pour tenter soit de frauder, soit d'optimiser fiscalement. Donc par exemple, typiquement là, si la radio se mettait à vous verser des salaires de 1 million d'euros et que vous vouliez les placer, je ne sais pas, aux îles Vierges britanniques, pour reprendre l'exemple. C'est déjà le cas, oui, j'imagine bien. On est découvert, mince. Un montage existant, c'est de créer une société fictive qui n'a aucune activité économique réelle, donc qui ne produit rien d'autre que d'exister,
dans laquelle vous allez transférer vos fonds. Et à ce moment-là, vous utilisez cette société comme un écran, alors que le vrai bénéficiaire, en réalité, c'est un individu, c'est vous. Il n'y a pas du tout d'activité économique réelle. Et ça, c'est illégal. Alors que ce n'est pas contraire au texte juridique. C'est ça qui est... le débat tourne autour de ça. C'est que vous avez un texte juridique qui ne vous interdit pas de créer une société à l'étranger. C'est pas interdit, c'est dans le droit français. Mais comme la finalité de cette création, elle est complètement à l'encontre de l'esprit de la loi, qui était simplement de pouvoir créer des entreprises, l'administration fiscale considère que vous êtes en train de faire un abus de droit, vous êtes en train d'abuser d'une règle existante pour la détourner à votre profit. Et si jamais l'administration arrive à le prouver, vous serez a priori condamné. Mais alors à quel moment ça va impacter, ces paradis fiscaux, leur existence, va impacter l'économie de nos sociétés ? Alors, il y a plusieurs problématiques liées à l'existence de cette fraude fiscale et de cette optimisation fiscale. Je me permets juste de faire la différence. La fraude fiscale, c'est quand vous êtes dans l'illégalité. Ouais. On voulait y revenir après, mais... Bon, on y reviendra. En quoi ça nous impacte ? De plusieurs manières. D'abord, il faut bien comprendre que ces gens-là qui font de l'optimisation fiscale ou de la fraude fiscale, c'est les individus les plus riches de la société, donc les tranches de contribuables qui payent le plus d'impôts. Et si jamais ils décident de se soustraire à une partie de leur impôt dû, l'État, qui doit bien trouver des ressources pour nous nourrir et puis pour fournir les services publics, va avoir tendance, et c'est un peu normal, à se tourner vers les individus qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont pas la capacité de bouger ou pas les moyens financiers de bouger. Et ça, c'est vous comme moi. Et donc, il y a une tentation de la part des États d'augmenter la fiscalité sur les tranches qui ne peuvent pas bouger. En économie, qui disent qu'ils ne sont pas élastiques, comprenez qu'ils ne peuvent pas aller mettre leur argent n'importe où dans le monde. Et donc, socialement, c'est très, très inégalitaire, puisqu'on a tendance à se retourner fiscalement vers les catégories qui payent le moins d'impôts et qui ne sont pas censés en payer beaucoup plus. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas, puisque vous avez publié un rapport qui met en lumière une présence constante des banques européennes dans les paradis fiscaux depuis 2014, est-ce qu'il n'y a pas une complaisance aussi de la part de ces institutions dans le fait de ne pas intervenir dans l'économie européenne et de ne pas engager des poursuites vis-à-vis de ceux qui font de la fraude ? Alors, c'est extrêmement compliqué. En réalité, déjà, il faut vraiment souligner le fait qu'il y a des progrès énormes qui sont faits dans ce domaine depuis maintenant 5-6 ans. La directive sur l'échange automatique d'informations, c'est absolument révolutionnaire. Ça permet d'avoir des informations sur les résidents français qui ont des comptes à l'étranger. On se met progressivement en place ce qu'on appelle le registre du bénéficiaire effectif. C'est-à-dire que quand vous avez une société fictive, désormais, dans les pays qui ont signé la convention, on est obligé de déclarer qui en bénéficie. Donc si par exemple vous possédez 150 ou 200 sociétés écrans en France... On est riche décidément voilà, ce soir. C'est incroyable. Désormais, on saura que ces 150 et 200 sociétés écrans appartiennent à la même personne et que cette personne en est le bénéficiaire effectif. Donc il n'y a pas d'activité économique réelle. Donc il y a quand même un énorme travail. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on est face à des États qui sont des États souverains. Et on ne va pas se déplacer avec notre armée dans chacun des paradis fiscaux pour demander à ce qu'on nous rende l'argent. Ce qu'on peut faire, c'est poursuivre les contribuables, mais il manque encore des informations. On n'est pas encore au courant de tout. Et puis, et c'est un peu là que le fond du problème commence à se créer, c'est que vous avez des pays qui ne signent pas les conventions d'échange d'informations. Et parmi ces pays, il y a les États-Unis. Et voilà, ça devient compliqué, puisque tant que c'est un petit paradis fiscal, on peut tenter de faire pression. Quand c'est les États-Unis, on va avoir du mal à leur demander de nous fournir des informations. Mais oui, justement, on voit par exemple, plus que les banques, on voit des cabinets d'avocats, des cabinets comptables qui participent justement à tout cet engrenage. Et est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites justement au sein de l'Observatoire, d'essayer de découvrir un peu toutes ces magouilles et d'y mettre fin ? Est-ce que c'est possible même ? Alors, ça devrait être possible. C'est assez compliqué. En fait, il y a toute une nébuleuse autour de la personne qu'on appellera le client. Par exemple, si vous avez vu dans les bénéficiaires des Pandora Papers, il y avait Guy Forget, l'ancien joueur de tennis. Bon, Guy Forget, il a toutes les qualités du monde, mais il n'a probablement pas de maîtrise en droit fiscal. Il a probablement pas fait des montages fiscaux et juridiques tout seul. Donc, il y a effectivement toute une nébuleuse. Des experts comptables, des cabinets d'avocats, des intermédiaires financiers qui jouent un rôle dans ces montages-là.
Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on a un peu tout mis sur le contribuable. Et donc, ce qu'on essaye de faire de plus en plus aujourd'hui, c'est d'essayer de responsabiliser les intermédiaires financiers de façon à pouvoir aussi toucher ces personnes-là et leur demander aussi plus de transparence. Là où le débat naît aujourd'hui en France, c'est les cabinets d'avocats. Mhm. Il y a une passe d'armes que je trouve à titre personnel absolument passionnante, mais je suppose que je dois être un des seuls, entre les cabinets d'avocats et le Conseil d'État et l'administration fiscale en général, sur la question de savoir si les avocats doivent être tenus responsables ou non, ou doivent déclarer ou non quand il y a des montages fiscaux ou des magouilles, plus généralement, qui sont faites. Et les avocats défendent le fait qu'ils ont un secret professionnel et qu'ils n'ont donc pas le droit de divulguer. Si vous avez vu la série américaine Suits, c'est le fameux Client Attorney Privilege. Ouais. Voilà. Et selon vous, est-ce que vous avez un avis personnel sur la question? Oui, bien sûr, j'ai un avis personnel qui est que, et c'est l'avis d'ailleurs de l'administration fiscale, qui est que quand un avocat doit défendre un client, il y a effectivement un secret professionnel et c'est bien normal, mais que quand il s'agit d'une activité de conseil, une activité de conseil qui est potentiellement agressive, donc là on n'est pas du tout dans une défense devant un tribunal, on est vraiment dans un conseil, on ne peut pas considérer que le secret professionnel prime sur la volonté de mettre au jour des montages juridiques et fiscaux. C'est l'avis de l'administration fiscale, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas du tout l'avis des avocats qui ont porté recours devant la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet-là. Oui. On verra ce que répondra la Cour de justice de l'Union européenne sur la question. Mais donc voilà, là, il y a une vraie passe d'armes entre certains acteurs et l'administration fiscale. Alors on va revenir, maintenant qu'on a bien établi le contexte, au Pandora Papers, qui est un énième rapport et maladie après plusieurs différents, et on a parlé évidemment des Paradise Papers, etc. Alors, question simple, qu'est-ce que ce rapport a de différent par rapport au précédent? Alors, il est à la fois pas neuf et en même temps un peu particulier. Donc là où il n'est pas neuf, c'est qu'on apprend qu'il y a de l'optimisation fiscale et de la fraude fiscale, ce qui n'étonne plus personne. Et c'est un peu les mêmes personnalités qu'on retrouve et un certain nombre de montages qu'on connaît déjà très bien. Il n'y a pas une très grande innovation en termes de montage juridiques et fiscaux. Ce qui change, en revanche, et c'est là où ils sont intéressants, ces Pandora Papers, c'est qu'on a des données qui s'étalent sur une quinzaine d'années, parfois. Et donc, ça permet de voir, c'est à la fois très triste et en même temps assez intéressant, ça permet de voir que les acteurs sont capables de s'adapter aux différentes législations qui ont eu lieu au cours des années, avec des changements dans les juridictions de choisies, des changements dans certains instruments. Et donc, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une vraie science et une science très précise et capable de s'adapter très rapidement en termes d'optimisation fiscale. Et puis, on a aussi des données très récentes, et ça, c'est intéressant parce que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de nouveaux dispositifs légaux ces dernières années, ça permet aussi de voir que ça n'a malheureusement pas tout réglé, et qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et justement, je voulais revenir, vous vouliez en parler au début. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre évasion fiscale et optimisation fiscale, avec des termes simples? Comment on différencie les deux? Alors, il y a trois choses. Il y a d'un côté du spectre, il y a la fraude fiscale. Donc si je reprends vos salaires de 1 million d'euros versés par la radio, aujourd'hui vous décidez que vous n'avez pas envie de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour une raison quelconque, vous décidez de ne pas payer cet impôt, vous êtes dans un cas clair de fraude fiscale et l'administration fiscale ira toquer chez vous et vous mettra en redressement fiscal et vous devrez payer. Donc là, il n'y a aucun débat, on est dans un cas clair de fraude fiscale. De l'autre côté du spectre, il y a l'optimisation fiscale encadrée ou non agressive ou légale, qui est par exemple qu'avec vos 1 million d'euros, vous décidez de donner 300 000 euros à une ONG qui vous tient à cœur. En faisant ça, l'État français vous donne un crédit d'impôt qui correspond à 2/3 de la somme que vous avez versée, parce que l'État français veut encourager le don aux associations. Et en faisant cela, crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'ils vous rendent l'argent au moment de votre déclaration fiscale, on vous donne de l'argent, l'État vous donne de l'argent, parce que vous avez fait un don à une association. Et donc, qui est égal à combien, vous avez dit? Qui est égal à 2/3 du don que vous avez fait. D'accord, ah oui. Voilà.
donc qui est égal à 2/3 du don que vous avez fait. Et donc en réalité, là on est dans un cadre d'optimisation fiscale, mais d'optimisation fiscale légale, encadrée, prévue pour ça. L'État, quand il a écrit la loi, c'était pour que les gens optimisent fiscalement. Dans ce C'était cas-là, le on but. gagne pas d'argent, a priori. Dans ce cas-là, vous ne gagnez pas d'argent. Après, il faut bien comprendre que le crédit d'impôt, vous pouvez en bénéficier même si vous ne payez pas d'impôt. Mais bon, c'est un exemple simple d'optimisation fiscale. Il y en a un peu plus complexe, mais qui reste légal. Et puis au milieu, vous avez l'optimisation fiscale agressive, qui est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des cas où des individus se servent de la loi écrite pour la détourner et pour l'utiliser pour baisser leurs charges fiscales. Et typiquement, c'est le cas pour la création d'entreprises. Quand l'État a dit « vous pouvez créer une entreprise à l'étranger », l'État ne sous-entendait pas créer des entreprises à l'étranger pour optimiser fiscalement vos impôts sur le revenu. Il a dit créer des entreprises parce que vous voulez développer une activité X ou Y. Ce qui fait que vous avez des gens qui ont des entreprises à l'étranger, qui ont des vraies activités économiques réelles, qui vendent des chaussures ou des cacahuètes à l'étranger, et ça ne pose aucun problème. Tant qu'ils déclarent leurs revenus, ça ne pose aucun problème. Et puis vous avez des gens qui ont des sociétés, écrans, qui ne produisent rien, et qui donc se retrouvent dans une situation où il y a un détournement de la règle fiscale de départ, et à ce moment-là, l'administration, si elle arrive à le prouver, ça devient illégal. Et Donc le point de débat est là-dessus. Ils s'envoient de l'argent à eux-mêmes et ils touchent du coup de l'argent de l'État pour l'avoir fait, si j'ai bien suivi. Non, c'est simplement, il y a une règle fiscale, Mhm. vous avez une règle de droit, n'importe quoi, vous décidez, l'État dit, dès demain, vous avez le droit de créer des entreprises à l'étranger. Mhm. Tout comme vous avez le droit de créer des entreprises en France, vous avez le droit d'ouvrir un compte à l'étranger, parce que, voilà, vous avez le droit de développer de l'activité économique à l'étranger. En faisant ça, l'État dit juste à ses citoyens, bon, si vous avez envie de développer des activités économiques à l'étranger, et grand bien vous fasse, je ne vais pas m'y opposer, tant mieux pour vous. Donc c'est absolument pas une mesure fiscale, c'est une mesure purement économique. Vous laissez le droit aux gens de créer des entreprises à l'étranger. Donc si vous le faites simplement pour optimiser fiscalement, si vous vous en servez parce qu'en créant une entreprise à l'étranger, ça va faire baisser vos impôts dus, à ce moment-là, vous détournez complètement l'esprit de la loi, vous restez dans la lettre de la loi, dans la règle, mais vous détournez l'esprit, il n'y a plus d'esprit, l'esprit n'est plus respecté, et vous pouvez être condamné pour ça. Et ça, c'est une grande innovation, c'est fondamental, parce qu'en fait, c'est légal. C'est légal au sens de la lettre, mais c'est pas légal au sens de l'esprit. C'est pour ça que c'est aussi compliqué à saisir l'abus de droit fiscal, c'est parce que, en fait, si vous regardez les textes juridiques, vous êtes tout à fait en droit. Mais alors justement, parce qu'il y a quand même le roi de Jordanie, l'ex-premier ministre britannique, DSK, Claudia Schiffer, Shakira et tant d'autres qui ont été dénoncés dans ces Pandora Papers. Quels sont les recours juridiques? En fait, est-ce qu'ils peuvent être inquiétés? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On parle de condamnation. Alors, déjà dans les Pandora Papers, et c'est important de le dire, dans tous ces scandales financiers, il y a une partie des gens, qui à mon avis pas la plus grande, mais il y a une partie des gens qui sont en règle en fait, avec l'administration fiscale. Simplement, ils ont une activité déclarée dans un pays à fiscalité limitée, donc forcément ça attire l'œil, et le journaliste il fait pas le tri de savoir qui est en règle et qui ne l'est pas. Il divulgue des informations. Donc il y a des gens qui sont en règle en fait. Et puis, vous avez des personnes qui ne le sont pas. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale enquête, a des noms, mais n'a pas tous les noms, mais va enquêter pour essayer de retrouver les informations qu'il lui faut, donc notamment le montant, les règles qui s'appliquent, la nature des comptes, et tenter de mettre en place un redressement, c'est-à-dire un paiement et des pénalités. Ce qui est triste dans le cas des personnalités que vous avez citées, c'est que c'est des personnes qu'on appelle exposées publiquement ou politiquement. Donc c'est des personnes qui sont censées promouvoir la transparence, et donc certaines personnes qui ont quand même eu des discours vis-à-vis de l'optimisation fiscale assez radicaux. Vous pensez à DSK? Alors oui, DSK, mais pas forcément lui en particulier. Par exemple, le cas de Tony Blair est beaucoup plus moins choquant. Tony Blair, qui est quand même une personnalité qui a déjà pris position contre ce genre de montage et qui se retrouve impliqué dans des montages, encore une fois, légaux, mais optimisants. Et donc là, c'est du droit britannique, ce que je ne maîtrise pas forcément, donc je ne sais pas à quel point il y a un abus de droit fiscal, mais qui se retrouve en tout cas impliqué dans des montages. On a une dernière question rapidement. Oui, je voulais vous demander, et justement, en fait, ça relie ce dont vous êtes en train de parler. La transparence fiscale, on voit qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années au niveau de l'Union européenne, justement, et qu'elle est vue comme très positive.
Mais moi, je me demande, la divulgation de ces informations, est-ce qu'elle est morale au final? Est-ce que c'est pas une atteinte à la vie privée des individus qui sont épinglés? Alors vous avez le même raisonnement que l'avocat fiscaliste qui s'est défendu au Sénat de la mise en cause Je sais des pas avocats si je dois conseils. bien le Sacré comprendre. compliment, hein. Les avocats conseils. Alors oui, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'étonner du fait que pourquoi les journalistes publient pas dans Le Monde la liste entière avec toutes les informations de toutes les personnes. Pourquoi si vous tapez Pandora Papers, liste, base de données des gens, vous n'allez pas la trouver. C'est parce qu'effectivement, le secret bancaire qui a été diminué est maintenu quand même dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, le secret bancaire est important. On n'a pas à divulguer sur la place publique les informations de tous les individus, c'est une liberté. En revanche, quand il s'avère qu'il y a doute ou suspicion, et que ça concerne en plus un État ou un territoire à fiscalité avantageuse, ou un État ou territoire non coopératif, à titre personnel, il me paraît normal qu'on puisse avoir une certaine divulgation d'informations pour pouvoir être tenu informé de ce qui s'y passe si jamais suspicion il y a. Après, le secret bancaire demeure pour évidemment le reste. On ne va pas se mettre à dévoiler les comptes bancaires de l'ensemble de la population française. Évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est marrant, je me découvre une passion vraiment pour la fiscalité. Ah bah, Ça aurait été incroyable. bien si on avait pu Tout arrive parler dans cette pendant émission. 30-40 minutes. Merci Éloi Flamand Merci d'avoir beaucoup été à vous. avec nous ce Merci soir. beaucoup. Merci pour vos explications qui étaient très claires, très pédagogues. Merci. Merci.